Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Comme vous le savez, c'est le mois de février et qui dit février dit forcément fête de la Saint-Valentin. Vous savez, cette fête que l'on peut passer tranquillement chez soi, affalé dans son canapé, en train de grignoter des manchons de poulet, siroter une bonne bière, le tout devant un bon film. Ah, y a pas à dire, ça c'est la belle vie. Mais pour d'autres, c'est aussi la fête des amoureux. Et bien entendu, qui dit amoureux dit séduction. Par conséquent, j'ai décidé de vous parler d'un des plus grands séducteurs que notre monde ait connu. Je veux bien sûr parler de... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais le tuer? Je disais donc que je vais vous parler d'un des plus grands séducteurs de notre histoire. Un personnage tellement célèbre qu'il est carrément entré dans la légende et dont vous avez certainement utilisé le nom au moins une fois dans votre vie sans vraiment savoir de qui il s'agissait. Je veux bien sûr parler de Giacomo Girolamo Casanova, célèbre notamment pour ses nombreuses conquêtes auprès de la gente féminine. En effet, on entend souvent dire d'un séducteur qu'il est un Casanova, mais au final, peut-on vraiment le désigner de la sorte? Car après tout, qui était-il ce Casanova? Qu'a-t-il donc fait qui a valu qu'on se souvienne de lui ainsi? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Giacomo Girolamo Casanova, ou plus simplement Jacques Casanova en français, ce qui fait tout de suite un petit peu moins glamour, naît le 2 avril 1725 à Venise d'une union entre l'actrice Zanetta Faluzzi et l'acteur Gaetano Casanova. Sur ce dernier point, il faut savoir une chose. Dans sa biographie, Casanova dit que sa mère a été infidèle, et que par conséquent son vrai père biologique serait le praticien Michele Grimani. Mais là encore, on ne peut pas vraiment avoir de certitude. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'était pas rare que les comédiennes, afin de gonfler un peu leur cachet, usent de leur charme. Je vais pas m'étendre là-dessus, car nous nous aventurons là sur un sujet qui ne nous regarde pas. On le décrit souvent comme étant un enfant chétif et malade. Il faut noter également que de par leur métier, ses parents étaient souvent partis, et du coup, il a passé la plus grande partie de son enfance confié au bon soin de sa grand-mère maternelle avec ses 5 frères et sœurs. Et ce fut le cas jusqu'en 1734, date à laquelle il est envoyé à l'école de l'abbé Gozzi, puis à l'université de Padoue, où il va étudier la chimie, les mathématiques, la philosophie et le droit, avant d'obtenir en 1742 un doctorat en droit civil et droit canonique. Au début, on le destine à une carrière ecclésiastique, et il devient même abbé de l'église de San Samuel à Venise. Mais notre Casanova, pour faire plus court, je vais dire Jaco. Je disais donc que notre Jaco va vite devoir renoncer à cette fonction, car complètement torché, il va faire un sermon assez particulier auquel j'avoue que j'aurais bien aimé assister. Pour une fois qu'on s'amuse à l'église, j'aurais bien aimé être là, hein. Enfin bref, il continuera sa carrière d'abbé jusqu'en 1744, où 2 scandales vont l'obliger à quitter définitivement la soutane. Suite à ça, il va s'essayer à différentes carrières, comme violoniste, bibliothécaire, il s'essaiera aussi dans la marine militaire, mais il va surtout se faire connaître pour ses nombreuses escroqueries qui lui vaudront d'alterner en fait vie de prison et vie de château. Sa plus célèbre escroquerie fut auprès du sénateur Matteo Bragadin. Celui-ci était tombé malade et fut guéri par un Jaco soi-disant initié aux sciences occultes. Tout comme un certain russe dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Toujours est-il que le sénateur, reconnaissant, le prit alors sous sa protection, le considéra même comme son fils et lui apporta un soutien financier jusqu'à la fin de sa vie. C'est donc tout naturellement que notre Jacob mena une vie de décadence, et mouilla même dans certaines affaires de jeux et de débauche sexuelle, ce qui lui valut en 1755 de se faire incarcérer dans la célèbre prison des Ponts de Venise, mais dont il parviendra à s'échapper le 31 octobre 1756, aidé de son voisin de cellule, le père Balbi. Alors, j'ouvre une petite parenthèse à ce sujet pour bien préciser que Casanova a raconté cette fameuse évasion dans un livre intitulé « Histoire de ma fuite », où il raconte donc tout ce qu'il a fait pour s'évader, et d'ailleurs mène une description très précise des lieux. Ce qu'il y a, c'est que, c'est très romancé, encore une fois, donc il y a un petit débat entre ceux qui disent qu'il s'est bien évadé, d'autres qui disent qu'il a fait jouer ses relations au passé pour sortir, et d'autres qu'il a juste purgé sa peine.
Voilà, je vous laisse choisir la version qui vous plaît. Sachez juste que si l'évasion a bel et bien eu lieu, alors lui et le père Balbi sont les seuls à s'être jamais évadés de cette prison. Voilà, je referme la parenthèse. Alors donc, bien entendu, suite à cette histoire, il est contraint de quitter Venise, il va se réfugier à Paris, où il avait déjà fait un petit séjour en 1750, et apparemment, il va être initié à la franc-maçonnerie. À partir de là, il devient extrêmement compliqué de démêler le faux du vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des détails que l'on a sur la vie de Casanova proviennent des livres qu'il a lui-même écrits. Par conséquent, tout y est là aussi extrêmement romancé. Il prétend par exemple avoir été agent secret. Il dit aussi avoir de nouveau prétendu avoir été initié aux sciences occultes afin d'extorquer un soutien financier auprès de la marquise d'Urfé. Non, pas celle-là. Ouais, celle-là. Et l'escroqua donc pendant près de 6 ans. Il serait aussi à l'origine du lancement de la première loterie, mais là encore, autant il est certain qu'il y a participé, autant on ne sait pas s'il a été le seul à contribuer à sa création. Il quitte Paris en décembre 1759 et décide de parcourir l'Europe afin de tenter d'obtenir un bon poste au sein des différentes cours qui la composent, mais sans succès. En 1774, il reçoit enfin la permission de pouvoir retourner s'installer à Venise, mais apparemment se voit contraint de rejouer les agents secrets de 1776 à 1782. Bon, maintenant vous connaissez le loustic, vous vous en doutez, il va encore faire des frasques qui lui vaudront d'être expulsé de Venise en 1783. Il ira d'abord se réfugier à Paris, puis à Vienne, où il deviendra le secrétaire de l'ambassadeur de Venise, poste qu'il va abandonner en 1785 afin de se mettre au service du comte von Waldstein en tant que bibliothécaire au château de Dux en Bohême, dans l'actuelle République tchèque. Il va d'ailleurs y décéder le 4 juin 1798. Après sa mort, Casanova tomba bien vite dans l'oubli. Car soyons honnêtes, une vie d'aventure, même si elle fait rêver, elle ne reste pas gravée dans les mémoires. De plus, bien qu'il eût été qualifié d'écrivain, il a surtout écrit ses mémoires, dont il disait d'ailleurs « J'écris ma vie pour me faire rire, et j'y réussis ». Mais les quelques œuvres qu'il a écrites à côté, comme I Cosa Melon, ne connurent aucun succès. Ajoutez à ça qu'il mourut pile poil pendant la période de la Révolution française et tous les événements qui ont suivi, on peut comprendre que la vie d'un coureur de jupons qui parcourt l'Europe passe assez inaperçue. En fait, ce ne fut qu'en 1820 que l'éditeur allemand Brockhaus redécouvrit le manuscrit d'Histoire de ma vie et décida de le rééditer. Voilà grosso modo comment l'histoire de Casanova parvint jusqu'à nous. Et là vous me direz, mais les femmes dans tout ça? Ben justement, on y vient! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Selon ses propres dires, il aurait à son actif plus de 122 conquêtes auprès de la gente féminine, mais il est à noter également que selon certaines rumeurs, il ne dédaignait pas non plus de partager sa couche avec des hommes. Bon, maintenant le plus dur reste à faire, à savoir parler de Casanova et ses conquêtes, sans heurter la sensibilité des plus jeunes. Il est dit qu'à l'âge de 15 ans, il aurait passé une nuit torride avec l'une des servantes de sa famille. Donc autant dire qu'il a commencé à faire hélicoptère moldave, très jeune, hein. Mais ses aventures avec le beau sexe vont lui valoir bien des problèmes. Et on en revient donc aux 2 raisons pour lesquelles il a dû quitter les ordres. La première est liée à son protecteur du moment, le sénateur Malipiero, chez qui il logeait et grâce à qui il a pu continuer sa carrière ecclésiastique suite à son sermon sous l'emprise de la Sainte Vigne. Le sénateur logeait chez lui à l'époque une certaine Teresa Imer, qui au passage était la maîtresse du dit sénateur. Eh bien, que pensez-vous qu'il arriva? Jaco la pécho, et plus d'une fois d'ailleurs, car on dit même qu'il lui fit 2 enfants, et ils se firent tous 2 surprendre par le sénateur, qui les jeta aussi sec de son palais. Suite à cette histoire, il logea chez le cardinal Acquaviva d'Aragona pendant quelque temps, ou si vous préférez, et on arrive là à la deuxième raison, jusqu'à ce que le cardinal se rende compte. Pour le coup, il y a 2 versions différentes à cette histoire. La première dit que le cardinal surprit sa propre fille en plein ébat avec Casanova. C'est comme ça. La deuxième dit qu'en fait Casanova avait kidnappé la fille d'un professeur de français qu'il cachait dans le château, et bien entendu, le cardinal les surprit tous les 2 en plein ébat. Eh ben, que pensez-vous qu'il arriva de nouveau? Jaco fut éjecté. Et comme quoi, il aurait mieux fait de ranger son serpent. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi aussi. Ouh,
mignonne à toi, papa votre ranger. On sait qu'il lui arrivait fréquemment de s'inventer des identités afin de séduire ses belles, comme par exemple la plus connue qui est celle du chevalier de Sengalt. On sait aussi qu'il n'hésitait pas à se prêter à toutes sortes d'activités. Et trouver un mot qui passe auprès des enfants. À toutes sortes d'activités sportives avec ses dames. Mais vu qu'on est une chaîne tout public, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous raconter une anecdote. Il se raconte que lors de son retour à Venise, en 1755, il se lia d'amitié avec un certain abbé Berni, qui était en couple avec une nonne du nom de Marina Maria Moricini. Bien entendu, Jacko lui conta fleurette, et ils eurent plusieurs fois des moments torrides, ensemble, dans la chambre de madame, ou plutôt mademoiselle. Et comment on dit dans ces cas-là? Enfin bref. Pendant un de leurs ébats, elle lui déclara que elle et son amant étaient de grands adeptes du candolisme. Candolisme, mot savant pour dire voyeurisme, parce que j'adore paraître plus intelligent que je ne le suis. Toujours est-il que c'est comme ça que Jacko apprit que chaque fois qu'il avait un rapport avec madame ou mademoiselle, en fait son compagnon était caché dans un placard selon les uns, derrière une tenture percée de trous selon les autres, en train de les observer. Et bien sûr, cela ne le gêna pas le moins du monde, et il n'hésita pas à avoir d'autres rapports avec la dame, en toute connaissance de cause. Ah oui, faut aussi savoir qu'on lui prêtait des rapports incestueux. Apparemment, il aurait eu plusieurs rapports avec au moins une de ses filles, plusieurs rapports qui d'ailleurs donnèrent naissance à 2 enfants. Comme on dit, autre temps, autre mœurs. Mais en mettant tout ça de côté, on dit qu'il a toujours eu des rapports tout ce qu'il y a de plus respectueux avec ces dames. D'ailleurs, nombre de ses correspondances retrouvées après sa mort sont remplies de mots tendres à leur égard. Et on peut dire qu'il savait manier le verbe pour séduire ces dames. Mais dans ses mémoires, il fait référence à nombre de ses conquêtes pour lesquelles il avait un attachement particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'il y fait aussi référence à un viol, plus précisément au viol d'une jeune fermière qui venait juste de se marier. Était-ce le seul? Comment peut-on savoir? Et c'est justement là tout le problème de la vie de Casanova. On sait qu'il a existé, on dispose d'éléments qui le prouvent, mais tous les détails nous viennent de ses mémoires qui sont forcément extrêmement romancées et donc peu fiables. Je vais quand même finir en citant 2 choses le concernant. Sachez qu'il lui est déjà arrivé de tomber réellement amoureux, notamment d'une femme qui aujourd'hui est indissociable de sa légende, et j'ai nommé la belle Henriette. Non, rien à voir. En fait, on ne sait pas qui était Henriette, c'est pour ça qu'il est impossible de poser une photo potable, enfin une image, une peinture, vu l'époque. Mais si on se fie aux écrits de Casanova, il devient alors indéniable que c'était le plus grand amour de sa vie, bien que leur idylle n'ait duré que quelques semaines. Enfin, deuxième chose, qui va rassurer tous ces messieurs, sachez que Casanova n'était pas infaillible. Et oui, à lui aussi, il arrivait de se prendre des râteaux. Wouhou! Parlons par exemple de la belle Manon Baglietti, avec qui il n'eut une relation qu'épistolaire et qui rompit avec lui quand elle s'aperçut qu'il était plus occupé à s'assurer une place dans la haute société parisienne que par leur relation. Parlons aussi de la Charpillon, une fille de joie londonienne de 17 ans, alors que lui en avait 39, qui se refusa à lui maintes et maintes fois alors qu'il l'avait rémunéré pour ses services. Toujours est-il qu'elle le fit littéralement tourner en bourrique. Et la légende dit d'ailleurs que pour se venger, Jacko acheta un perroquet auquel il apprit la phrase « La Chapillon est plus putain que sa mère ». Citons aussi le cas de la ballerine italienne. En effet, alors qu'il était de passage à la cour du roi Stanislas II de Pologne, il tenta de séduire une danseuse italienne qui se trouvait là, mais qui était également l'objet de convoitise d'un certain général Branicki. Les 2 hommes finirent par s'insulter et un duel au pistolet fut décidé afin de régler la question. Les 2 hommes furent blessés, mais aucun d'eux n'y laissa la vie. Sauf que bien entendu, encore une fois, on ordonna à Jacko de quitter le territoire. Et là, je ne fais que vous citer les gros titres, parce que sinon, croyez-moi, la vidéo serait mais vraiment interminable. Mais vous savez, honnêtement, plus je faisais des recherches sur lui, et plus je ne pouvais m'empêcher de le comparer à lui.
Casanova fait partie de ces personnes dont l'existence nous a été révélée par le biais d'histoires romancées et dont on ne peut que retracer les grandes lignes. Il n'a pas été facile de séparer le faux du vrai, et encore aujourd'hui, de nombreux détails de sa vie restent incertains. Peut-être que demain, des faits seront ajoutés à son histoire, ou peut-être même supprimés. Allez savoir. Dans tous les cas, c'est un personnage dont les informations qui nous sont parvenues doivent être prises avec beaucoup de précautions. Un peu comme ce qu'il y a dans les médias aujourd'hui. Si vous préférez, ce qu'on va vous dire dessus doit être pris plus comme une possibilité parmi une infinité d'autres, plutôt que comme une vérité absolue. Alors, quoi qu'il arrive, sachez garder l'esprit ouvert. En attendant, il y a un point sur lequel j'arrive pas trop à me décider. Casanova plutôt ami ou ennemi des femmes? J'avoue que j'hésite. En tout cas, je vous invite à répondre à cette question dans les commentaires. En attendant, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, et en attendant, à la prochaine!